Bonjour à tous et bienvenue à la série de conversations anti-racisme inspirée du mouvement La vie des Noirs compte et présentée par Expérience Canada. Je m'appelle Bilal et je suis votre modérateur pour ce 4e webinaire de la série qui est diffusé en direct en ligne sur Zoom et Facebook. Je fais partie d'Expérience Canada en tant qu'ambassadeur d'antiracisme. Je vis à Toronto et je reconnais que je me joins à vous aujourd'hui sur la terre traditionnelle des Mississauga du Crédit, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat, régie par le traité de Williams et par le traité 13. Elle abrite maintenant de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de vivre et de travailler sur ce territoire. Nous sommes dans la 4e semaine de la série qui porte sur les inégalités économiques au Canada et la marginalisation dans les lieux de travail et les établissements scolaires. Ce webinaire s'agit d'un aperçu sur les possibilités économiques, mais avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour remercier la Fondation RBC d'avoir généreusement sponsorisé cet événement. Maintenant, je vous présente nos excellents conférenciers. Nous allons écouter Déborah Cher-Enfant, présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, la GCCM, ainsi que Thierry Lindor, le fondateur de Colors of COVID et de My Voice Matters. Ils vous parleront directement et à la fin de la séance, ils répondront à vos questions. Si vous vous connectez avec nous via Zoom, veuillez lever la main, veuillez poser vos questions dans la case Q&R et si vous êtes sur Facebook Live, veuillez commenter dans le live stream. On essaiera d'avoir autant de questions que possible pour s'assurer que la voix de tous soit entendue si on a le temps. Sinon, on enverra les questions aux intervenants après le webinaire et on publiera leurs réponses dans nos groupes de conversation et sur notre site Internet. Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez lever la main sur Zoom ou envoyer un message à Lizzie. Cette présentation sera aussi enregistrée et accessible sur notre site web dans les prochains jours. Finalement, n'oubliez pas de rester courtois à chaque commentaire et question. Tout commentaire ou question inappropriée sera supprimé. Bien que ce webinaire soit ouvert à tous, le public cible comprend les jeunes de 12 à 18 ans. Sans plus tarder, je vous présente notre première conférencière, Déborah Cher-Enfant, présidente et porte-parole de la GCCM, la plus grande jeune chambre au monde. Elle est un leader dans le milieu des affaires. Cette année, elle s'est jointe au groupe Banque TD en tant que directrice régionale des femmes entrepreneurs du Québec. Originaire d'Haïti, Déborah est aussi militante pour l'inclusion, la diversité et le leadership au féminin, fondant en 2011 le blog Modèle pour promouvoir des modèles de réussite au féminin. Ce blog a été nommé le meilleur blog business au Canada en 2013 par le Made in Blog Awards. Déborah est aussi la créatrice derrière Coloré Design, une entreprise d'accessoires de mode fait de tissus et d'imprimés africains et antillais. D'ailleurs, elle est la cofondatrice de la fondation BAS, un think tank culturel et artistique faisant rayonner la diversité. Elle est aussi la conseillère principale de BCF Imagine, un programme exclusif cherchant à propulser les startups technologiques. Et en 2016, elle a remporté le prix Femmes de mérite en entrepreneuriat par la Fondation Y des femmes de Montréal. Bienvenue, Déborah, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Bilal. Très contente d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Et puis, petite correction à la bio, je ne suis plus à BCF parce qu'effectivement, quand on entend ça, on se dit quand est-ce qu'elle dort. Mais non, je suis à la JCCM et au groupe Banque TD aujourd'hui. Donc, très contente d'être avec vous. Merci pour la correction. Pour commencer, vous êtes la présidente de la plus grande jeune chambre au monde et la fondatrice de plusieurs organisations soutenant la diversité et l'inclusion. Selon votre expérience en tant qu'entrepreneur distingué, comment la culture du milieu des affaires a-t-elle encouragé des préjugés ou attitudes racistes? Ou quelle forme prend le racisme systémique dans ce milieu? Mon Dieu, grande question pour débuter, Bilal. Merci, merci beaucoup. Je pense que il n'y a pas de réponse simple à cette question. Je pense que ça a été malheureusement au cours de plusieurs années, peut-être même siècles, qu'on a intégré collectivement, que la société dans laquelle nous sommes, donc particulièrement la société occidentale, ont intégré des façons de faire qui ont exclu plusieurs personnes, notamment des personnes qui ne sont pas blanches, de rôle de responsabilité, de rôle décisionnel et même de participation toute simple à des décisions de société. Donc, je pense que cette
pratique, cette posture a fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve en 2020 avec un retard dans la représentation de plusieurs personnes issues de communautés racisées, de minorités visibles, dans des rôles décisionnels, que ce soit dans le monde des affaires, en politique ou tout simplement dans la société. Donc, je pense que cette croyance qui est originaire de fin du 15e siècle, là, si on remonte, et je veux vraiment pas nous endormir avec un cours d'histoire, ce n'est pas du tout mon expertise, mais si on regarde en 1492, donc en 1492, quand on a appris, nous, à l'école, de façon erronée, que quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, alors qu'il arrive dans une île qui était bien habitée par des peuples autochtones. C'est à partir de ce moment-là, véritablement, qu'on a cette installation ou cette instauration du racisme véritablement comme système, et surtout de la considération de certains peuples, notamment les peuples autochtones, mais particulièrement les peuples noirs issus d'Afrique. Donc, quand on va débuter la traite négrière, pour un peu bâtir un système économique qui se base notamment, et par petite parenthèse, parce que ça c'est un autre débat, avec la grande participation de l'Église qui admet, pour l'instauration de ce système économique, qui admet que les personnes noires sont des biens meubles, sont des personnes dénuées d'âme et dénuées de toute forme d'intelligence. Donc, c'est normal de les mettre en état de servitude, donc de les mettre en esclavage. Donc, ça commence comme ça, l'instauration un peu de ce racisme systémique, et au fil des siècles qui vont suivre, toutes les notions de malgré l'indépendance, malgré l'abolition de l'esclavage, malgré le fait que plusieurs de ces communautés-là aient atteint des sommets en dépit de toutes les barrières que ces communautés ou ces sociétés leur ont mises, il demeure ces préjugés envers cette communauté-là, parce que ça a été tellement intégré depuis le 15e siècle que ce ne sont pas des personnes malheureusement dignes de considération. Donc, beaucoup comme je le disais au début, de sociétés occidentales ont intégré malheureusement cette façon de penser, cette façon de faire, et qui se traduit aujourd'hui dans nos sociétés, dans le monde politique, dans le milieu des affaires particulièrement. Et aujourd'hui, comme résultat, pour un peu résumer ta question, Bilal, comme résultat, on se retrouve avec des sociétés où il n'y a pas beaucoup de personnes issues des minorités visibles, particulièrement des communautés noires, qui sont à des rôles de pouvoir. Et pire encore que ça, c'est qu'on se retrouve aussi dans une situation où on s'émerveille chaque fois que ça arrive, parce qu'on nous-mêmes, issus de ces communautés-là, on arrive collectivement à intégrer que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, et que c'est un véritable exploit, alors qu'on a toutes les capacités, moyens et l'intelligence pour y arriver. Donc, je pense que malheureusement, les préjugés d'un côté, donc ce n'est pas seulement un côté de la médaille, ça vient également avec des traumatismes et des croyances que nous intégrons et que nous transmettons de génération en génération, qui fait en sorte que collectivement, on ne se sent malheureusement pas assez fort pour renverser la vapeur, même en dépit des barrières qu'on peut nous mettre sur la route. Donc, réponse longue à une grande question, et je ne sais pas si ça résume bien ce que tu voulais préciser, Bilal. Merci pour ça, Déborah. C'était un très bon résumé d'événements qui sont évidemment présents depuis des siècles, et vous avez dit les préjugés aussi qui sont toujours chez les gens d'aujourd'hui. Merci. Pour la deuxième question, dans un milieu des affaires, comme vous avez expliqué, qui place déjà tant d'obstacles pour les femmes, pour les personnes de couleur, pour les minorités, quelle est l'importance de la représentation de la diversité dans les rôles décisionnels, et quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui pourraient être découragés par le manque de représentation dans leur future profession? Mm-hmm. Une autre grande question, Bilal. Je dirais le rôle de cette représentation-là, et c'est d'ailleurs pourquoi moi, quand je suis arrivée ici au Québec il y a 15 ans, c'était important pour moi de
de commencer une démarche, et ça a commencé avec Modèle, pour un peu aller à la rencontre de ce milieu des affaires, pour comprendre un peu les femmes qui avaient réussi, comment elles avaient fait. Et c'est très important parce que je sais que plusieurs reprises, j'ai eu cette interrogation comme quoi, pourquoi j'ai commencé avec les femmes et non, par exemple, avec les Noirs ou avec les femmes noires. C'est que moi, en 2008, j'ai voulu commencer avec les femmes noires. J'avais même commencé à créer un réseau d'affaires, ça s'appelait FAS, Réseau des femmes afro-caribéennes entrepreneurs. J'ai encore le plan d'affaires, en fait, 3 versions du plan d'affaires, une brique comme ça dans mes dossiers à la maison. Et je vous dirais que ça a été la raison de créer ce réseau-là pour un peu représenter le pouvoir dont je suis consciente que nous avons comme groupe, comme communauté. Ça n'a pas véritablement eu un impact, je vous dirais, à ce moment-là. On est encore une fois en 2008 au Québec. On avait encore une politique de l'autruche par rapport à plusieurs mots qu'aujourd'hui, on n'a aucun enjeu à prononcer. Et donc, ce n'était pas du tout la même réalité. Donc, à ce moment-là, quand je décide de créer, d'élargir, si on veut, un petit peu plus ma démarche, de créer un blog pour parler de représentation des femmes, donc j'atterris avec Modèle qui parle de façon beaucoup plus large et pas seulement de femmes noires afro-caribéennes. Je réalise effectivement le pouvoir de cette représentation-là parce que c'est un peu ce qui nous donne de l'espoir, ce qui nous inspire, ce qui fait en sorte qu'on réalise ce qui est possible dans une société, et je parle seulement en mon nom personnel, qui n'est pas la nôtre. Et pourquoi je dis mon nom personnel? Parce qu'encore une fois, je ne suis pas née ici. Donc, j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi en Haïti. Donc, la société québécoise aujourd'hui est la société dans laquelle j'évolue, mais ce n'est pas celle dans laquelle je suis née. Bref, donc cette notion de voir la réalisation d'autres personnes avant moi parce que j'avais de l'ambition à ce moment-là, donc je voulais réaliser des grandes choses. Donc, c'est important pour moi de voir ce qui était faisable. Donc, cette notion de représentation est très, très, très importante puisque et il y a une phrase, malheureusement, le nom m'échappe et je sais que c'était un documentaire que j'avais vu et ça a été repris dans plusieurs types de contextes. Et j'y crois fondamentalement. You can't be what you can't see. Et ça, pour moi, c'est fondamental, à savoir, il faut être en mesure de voir à la télé, à l'école, à la clinique, dans la rue, des gens qui ont des rôles intéressants, des rôles importants, des rôles qui font vivre, qui font vibrer nos enfants. Et la parenthèse de je ne suis pas née en Haïti, je suis arrivée à 15 ans est très importante puisque dans ma construction mentale, dans la construction de mon identité, j'ai vécu dans un pays où je sais qu'il y a pas mal d'enjeux, petite parenthèse sur le colorisme, effectivement, pas mal d'enjeux en matière de colorisme, mais j'ai grandi dans une société où la majorité des gens sont noirs, où surtout les rôles de responsabilité sont assumés, occupés par des personnes noires. Donc, dans ma tête, ce n'est pas un événement de voir quelqu'un atteindre une position de pouvoir. Le président est noir, mon médecin est noir, mon professeur est noir, donc à la télévision, les gens sont noirs. Donc, pour moi, je n'ai pas de blocage, de m'identifier à ces personnes-là, alors que le changement ou la réalité est tout autre quand je viens m'installer ici. Et ce pouvoir de représentation-là est très, très, très important pour nos plus jeunes. Et je n'ai pas d'enfant, mais j'ai 2 nièces, un neveu. Et je vois à quel point, maintenant qu'ils grandissent ici, c'est important pour eux et à quel point ils sont très rapidement obligés de regarder ailleurs en termes de sources d'inspiration qu'ils ne trouvent pas, que ce soit dans la télévision québécoise, dans la société québécoise, qui sont obligés de retourner soit en Haïti ou regarder beaucoup les États-Unis comme exemple. Donc, ça fait en sorte qu'on a des jeunes dans la société qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds en matière d'identification de modèle, alors que c'est ça qui nous permet de rêver, c'est ça qui nous permet de se représenter comme peuple et d'appartenir véritablement à la société. Et je n'ai pas envie de voler ces mots sans le citer, mais je ne sais pas s'il y a des personnes connectées aujourd'hui qui ont pu suivre le passage à Tout le monde en parle ce dimanche d'Adib Al-Khalidé qui parlait un peu de son expérience et j'ai trouvé que les mots étaient tellement justes
parce que quand on ne se voit pas à la télé et qu'on finit par grandir dans une société dans laquelle on est, mais de se sentir quand même apatride. C'est quand même fort et c'est quand même très dangereux de voir qu'on a des enfants du Québec qui grandissent, qui vont à l'école, qui ont tous les codes culturels du Québec, qui ont toutes les références, mais qui sentent qu'ils n'appartiennent pas à ce Québec, ce Canada. Donc, c'est très important de développer ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de participation à une même société en développant ces modèles-là. Puis, j'avais pris une note par rapport à ta question, Bilal, en matière de conseils qu'on pourrait avoir, surtout qui serait important. Je pense que le conseil, les conseils qui pourraient émerger un peu de cette situation-là, c'est même si ça peut être difficile, et je sais que ça peut être difficile pour plusieurs personnes, c'est de continuer véritablement à rêver, d'aller chercher un peu ces sources d'inspiration-là, qu'elles existent dans d'autres pays, qu'elles existent au Québec, qu'elles existent au Canada, en dehors des frontières du Québec. Donc, c'est important d'aller chercher ces sources d'inspiration-là, de ces modèles-là, parce que c'est un peu ça qui nous garde motivés, qui nous garde vraiment en éveil et qui nous permet d'aller accomplir nos rêves. Moi, j'y crois beaucoup et c'est important de ne pas tuer ce rêve-là chez les jeunes parce que c'est comme ça, véritablement, qu'on arrive à créer plus tard véritablement des Kamala Harris, des Barack Obama et autres, parce qu'on sait que cette petite étincelle qui existe chez nos jeunes, qu'on a réussi à la garder allumée parce qu'ils y croient aux rêves collectifs, aux rêves communs, qu'ils soient américains, québécois, canadiens ou haïtiens, mais ils continuent à croire à ce rêve-là et c'est très important de le garder allumé. Merci pour ça. Oui, je suis d'accord que les modèles, ils gardent le rêve alive. Et vous êtes définitivement un modèle de réussite pour tous les jeunes, pour toutes les femmes, pour toutes les minorités. Merci pour ça. Merci, Bilal. Alexis Ohanian, le cofondateur de la plateforme de discussion Reddit, a démissionné en juin du conseil d'administration de l'entreprise et a demandé qu'un candidat noir le remplace. Comment des approches de transfert comme celle-ci aident-elles à propulser le mouvement BLM ou la vie des Noirs compte? Et plus généralement, quelle est la place de la relève d'affaires dans ce changement de paradigme? Très intéressant. Merci encore, Bilal, pour cette excellente question. Je pense que l'exemple de Alexis Ohanian est très fort, est très concret et c'est dans une certaine mesure, et je sais que ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont à ce niveau-là, mais c'est tellement là où on voudrait qu'elles soient parce que post-George Floyd, là où le mouvement BLM, comme tu le mentionnes, Bilal, a eu un regain de popularité et avec raison, c'est qu'on s'attend à ce que les entreprises posent des gestes, prennent position et concrétisent des actions véritables. Et celle d'Alexis au sein de Reddit en est une concrète, c'est que non seulement il quitte pour faire de la place à la diversité, mais il exige que son poste soit rempli par une personne issue de la diversité, particulièrement noire idéalement. Et bien évidemment, on peut dire, bon, ben, c'est parce que Alexis est marié à Serena Williams, donc ça fait du sens, il veut pousser des personnes qui sont plus proches de son cœur parce qu'il a épousé, mais je pense que ça va au-delà de ça, ça va au-delà de ce sentiment de proximité qu'il peut avoir avec les communautés noires, mais ça va rejoindre cette prise de conscience collective qu'on a eu dans la société, dans les sociétés, pas seulement au Québec ou au Canada, il y a 6 mois maintenant, après le meurtre de George Floyd qu'on a pu voir en vidéo, au-delà de cette prise de conscience véritablement que quelque chose, pas juste quelque chose, il y a plusieurs choses qui ne vont pas bien, mais
que ça date pas de mai seulement que ça ne va pas bien, ça date de plusieurs mois, plusieurs années. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça date de plusieurs siècles que ça ne va pas bien. Et ça a pris un moment où le monde était en pause économique et sociale due à une pandémie pour qu'on prenne le temps un petit peu plus de regarder en détail les moyens, les actions qu'on peut prendre collectivement pour remédier à la situation. Donc, ça, c'est un geste concret et c'est totalement dans cette direction-là qu'on veut voir beaucoup plus d'entreprises s'engager. Donc, je parlais de la prise de position. Je pense aussi, un des éléments qu'on mentionne de plus en plus et qui fait partie des postures importantes que les entreprises doivent prendre aujourd'hui, c'est se mettre en mode écoute, en mode empathie, parce que de plus en plus, les entreprises doivent sont même involontairement, même si elles n'ont pas choisi, des espaces de discussion et de conversations qui auparavant se tenaient dans la société. Mais là, aujourd'hui, les employés doivent se mettre dans une position de ramener au sein des entreprises des espaces des espaces d'affaires, des conversations qui restaient un petit peu au niveau de la famille, des amis, du privé, on va dire. Mais là, on est dans un contexte de télétravail qui fait en sorte que il n'y a plus véritablement cette frontière-là. L'humain n'est plus, notre employé n'est plus cet humain qui vit sa vie en silo, donc de 9 à 5, il est chez moi dans l'entreprise, puis après, je ne veux pas savoir ce qu'il fait, je ne veux pas savoir ce qu'il fait avant, tant qu'il me donne les 7 heures de travail. Donc, on n'est plus là, parce que là, concrètement, aujourd'hui, vous êtes virtuellement dans ma chambre parce que j'ai des travaux à la maison, donc sinon, si je vous amène ailleurs, on va plus s'entendre. Donc, là, vous êtes obligé de prendre Déborah dans sa réalité personnelle. Et c'est un peu ça qu'on demande aux entreprises, c'est de considérer une vision 360 de la personne qu'est Déborah, parce que c'est sa réalité, et pas seulement de Déborah, et de toutes les autres personnes. Et je pense que ça aussi, c'est un élément qui arrive avec cette notion d'écoute, d'empathie et de se mettre dans une position d'accueillir un peu la personne dans l'intégralité de son être et de sa personnalité. La notion de prise de position, comme je l'ai dit, la notion aussi de poser des actions concrètes, de prendre des engagements fermes, comme l'exemple d'Alexis Ohanian que tu mentionnais, Bilal. Et je pense que le dernier aspect de ta question que j'ai pris en note, la notion de relève d'affaires est très importante, et surtout dans le cadre de mon rôle à la Jeune Chambre, c'est important de prendre en compte que, en tout cas, l'histoire nous l'a montré, les grands changements de culture viennent des plus jeunes. Donc, je regardais au début de la conversation le sondage, donc est-ce que vous êtes 12-15 ans, 15-18 ans, etc. Donc, cette façon de penser, cette façon de pousser aussi les choses pour faire en sorte qu'elles changent, ça vient des plus jeunes. Donc, c'est important que cette relève d'affaires prenne conscience de son pouvoir, de l'importance de sa voix. Et peut-être pour circonscrire un petit peu plus, quand je parle de relève d'affaires, jargon jeune chambre, nous, c'est 18-40 ans. Donc, vous voyez que ça va jusqu'à 40 ans. Donc, des fois, on se dit, oh, mais 40 ans, c'est pas très jeune. Quand on a 12 ans, on se dit 40 ans, c'est plus très jeune. Mais en fait, ça fait partie de cette relève d'affaires, de cette communauté qui peut changer les choses si elle a conscience du pouvoir qu'elle a entre ses mains. Et je sais qu'il reste peut-être 1 minute à mon intervention, et je suis persuadée que Thierry va en parler. Pour vous donner un exemple de jeunes qui font changer les choses, je pense il y a plusieurs personnes que je pourrais mentionner, mais je vais mentionner celui-là parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Si je pense à Balarama Holness, qui est un jeune avocat étudiant en droit, là, je ne sais plus s'il a fini, bref, mais qui a pu pousser la Ville de Montréal à produire une consultation publique sur le racisme systémique en allant chercher les signatures nécessaires et faire en sorte qu'aujourd'hui, on a une Ville de Montréal qui reconnaît le racisme systémique, et plus encore, qui est en plein recrutement, embauche d'un commissaire qui va s'occuper justement d'instaurer cette position de la Ville de Montréal et combattre le racisme systémique à Montréal. C'est pas rien. Donc, ce rôle de la relève d'affaires, il est essentiel pour amener des solutions et pour faire véritablement ce changement de culture.
Merci beaucoup pour ça, Déborah, et de partager toutes vos expériences. J'invite les gens à rattraper la série ADN, une série de conversations présentées par votre fondation BIS qui souligne les talents artistiques des communautés noires sur Eventbrite. Nous vous Merci. rattraperons, Déborah, à la fin de la séance. Ça marche. Parfait. Merci. Je suis sûr que beaucoup de gens ont des questions. Veuillez les soumettre maintenant. Si vous êtes sur Zoom, utilisez la boîte des Q&R et si vous êtes sur Facebook Live, veuillez les commenter sous la vidéo. Notre deuxième conférencier aujourd'hui est Thierry Lindor. Thierry est le fondateur de Colors of COVID, une nouvelle plateforme numérique qui a pour but de lutter contre le manque de données basées sur la race pendant la pandémie en documentant l'expérience des communautés marginalisées au Canada. Cette solution numérique a été développée par la société de médias moderne de Thierry, Influence Orbis, qu'il a fondée en 2017. Depuis 2018, il est le président et fondateur de My Voice Matters, un mouvement à but non lucratif qui vise à donner une voix économique, sociale et culturelle aux communautés marginalisées à travers des conférences axées sur l'entrepreneuriat comme Influence MTL et Influence Toronto. Expert immobilier, Thierry a ouvert en 2014 la compagnie Remax Griffintown au centre-ville de Montréal, qu'il a fait passer de 3 à 32 courtiers en moins de 2 ans. Il est aussi un délégué du G20 Youth Entrepreneurs Alliance et des Nations Unies. Et en 2019, il a été reconnu à l'ONU comme l'une des 100 personnes d'ascendance africaine de moins de 40 ans les plus influentes du monde. Bienvenue Thierry, on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup, Bilal, de m'avoir avec vous. C'est un honneur. Moi, je voudrais commencer avant de me présenter. Je veux prendre le temps de saluer la Fondation RBC et Expérience Canada. Parce que moi, je dis toujours que la diversité, c'est une réalité, mais l'inclusion, c'est un choix. Et clairement, la Fondation RBC et Expérience Canada fait un choix quotidien d'être inclusif au vrai sens des termes. Donc moi, mon nom, c'est Thierry Lindor. Je suis le produit d'un métissage canadien qui devient de plus en plus populaire. Au fait, ma mère est parisienne, elle est française, et mon père est haïtien. Et j'aime dire que ça fait de moi un Marocain. Parce que très souvent, on va dire « Ah, il est marocain », on va dire « Il est dominicain ». Mais c'est ça le Québec, c'est ça la beauté du Québec. Et je suis sûr que certains d'entre vous avaient entendu ça et vous avez commencé à rire. Parce que si on ne se connaît pas, c'est facile d'avoir des préjugés. C'est facile de dire Thierry, c'est un Marocain, Thierry, il est arabe, Thierry, il est ci, Thierry, il est ça. Mais c'est ça l'inclusion. L'inclusion, c'est d'être curieux. Et aujourd'hui, avant de pouvoir commencer, oui, certes, j'ai eu l'honneur de représenter le Canada au G20, au Japon l'année dernière, cette année à l'Arabie Saoudite, mais en mode virtuel, et bien évidemment, et aux Nations Unies, probablement un des titres les plus dans lesquels je suis le plus fier. Donc, on représente le Canada en tant qu'un des top 100 en bas de 40 ans de personnes d'afrodescendance. Et on est à côté de Weeknd, de Drake. Et moi, dans aucun de mes rêves, j'aurais pu croire qu'un jour, on serait au même niveau en termes de popularité ou même d'impact, disons. Donc, de pouvoir adresser les Nations Unies pour mon peuple. Parce que moi, je le dis toujours, mon super pouvoir, c'est la couleur de ma peau. It's my blackness. Moi, je ne vois pas la mélanine dans mon corps comme étant un deterrent, un frein. Au contraire, moi, je l'embrasse. Ma couleur de peau, c'est ma fierté. De la même façon qu'une femme devra embrasser son genre, son sexe. Un homme ou une femme musulmane devra embrasser sa religion. Je crois que nos différences, c'est ce qui font nos forces. Et le système en soi, on va en parler du système parce que je crois que c'est important de contextualiser. Le système tient à nous diviser en nous faisant croire que nos différences, au fait, nous divisent au lieu de nous unir et nous rendre plus forts. Donc moi, lorsque je parle déjà en conférence, j'aime set the thing straight, j'aime mettre la table. Et la table, dans ce cas-ci, parce qu'on parle, mon père était écrivain. Mon père était écrivain haïtien, né en Haïti, grandi à Chicago. Il a baigné dans ce qu'on appelle aux États-Unis le Black Renaissance. Donc, un de ses professeurs, Maya Angelou,
disait plusieurs choses sur la révolution du Civil Rights Movement, la négritude en général, mais il a grandi baigné dans un monde avec les Common de ce monde, les Obama de ce monde, Kanye West's Mother. Donc tout ce beau monde-là était dans un temps temporellement parlant qui est vraiment important, qui est important de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le titre de la conférence, c'est, on dit, les possibilités économiques. Et mon père étant justement écrivain, me disait toujours, Thierry, les mots ont un sens et ils ont du pouvoir. Lorsque tu parles des mots, c'est comme si tu faisais de la magie. Tu peux impacter l'humeur des gens, tu peux impacter la confiance des gens, tu peux impacter littéralement les finances de certaines personnes ou même de l'économie en général. Tantôt, ma consoeur Déborah a parlé de Bala Ramones, qui avec ses mots a su faire bouger la première dame de la ville de Montréal, a su faire bouger notre ville au complet, la faire vibrer et la faire prendre un miroir et se regarder pour constater qu'en fin de compte, on n'aimait peut-être pas ce qu'on regardait. Donc, mon père disait que les mots avaient un sens. Et le mot possibilité vient du latin possibilis. Possibilis veut dire capable de. C'est ça l'étymologie du mot. D'accord? Et c'est très important de le comprendre parce que même si on veut continuer dans cette tangente-là, capable vient du latin qui dit capare. Capare veut dire prendre ou tenir, to hold. Et le point que je veux faire avec ça, c'est que, dans mon sens à moi, un pouvoir économique, de la richesse, ne se demande pas, elle se prend. On doit prendre notre place, que ce soit n'importe quelle communauté dite marginalisée. On ne peut pas attendre et demander une commission sur le racisme systémique. On ne peut pas attendre et demander à ce qu'on soit invité sur des plateaux de tournage. On doit créer nos plateaux de tournage. On doit créer nos propres espaces. On doit prendre ce qui nous revient de droit parce qu'on a déjà un retard. Et le retard dont je parle, je vais parler moi en tant que personne noire parce que c'est ma réalité. Parce que j'aime dire que le racisme, c'est un combat que la diversité vit de façon active. Mais il y a un phénomène en Amérique du Nord qui s'appelle le racisme anti-noir. Et ça, ce n'est pas un phénomène que la diversité en soi vit. C'est un phénomène que la diversité noire vit. Et la docteure Afua Cooper de Toronto, qui est une sommité en termes de sociologie, a coin ce terme-là. Ce terme-là, maintenant, il est utilisé un peu partout dans le monde, le racisme anti-noir. Et c'est important de comprendre parce qu'on parle de possibilités économiques. Et pourquoi je veux parler de ça, c'est que l'être noir, la personne noire, de 1619 à 1865, elle était un bien économique. Donc, vous et moi, si vous êtes en train d'écouter, si vous étiez noir, nous étions des biens. Nous étions vendus, nous étions refinancés, nous étions échangés, sans compter violés, abusés, tués. D'accord? Donc, nous étions des biens disposables et littéralement, plus on avait d'esclaves, plus on était riche économiquement. Et pour ceux qui aiment dire, oui, mais Thierry, là, tu parles des États-Unis, c'est sûrement ton père à Chicago qui t'a raconté tous ces trucs-là, j'aimerais vous faire concevoir une chose. Le racisme dont on parle au Canada, qu'on dit que c'est un racisme de servitude, la seule chose qui a sauvé les esclaves canadiens d'un racisme économique et d'un esclavage économique, c'est la température. Je vais répéter, la seule chose qui a sauvé les esclaves du Canada d'un racisme économique, donc brutal, violent et aussi historiquement marquant que celui qu'on avait aux États-Unis, c'est le climat. Si on avait le climat qui était clément avec l'opportunité économique, je vous promets que le Canada aurait eu la même histoire parce qu'on aurait fait pousser du tabac, du coton et du sucre. D'accord? Donc ça, je veux contextualiser. Donc 1619 à 1865, l'être noir, l'homme noir, la femme noire est un bien économique. D'accord? 1865 à 1968, les Noirs ne sont plus un bien. Par contre, à travers les codes noirs, à travers les race codes, on est plus un bien économique, mais on n'a pas le droit d'acquérir de richesse économique. Donc, on devient en quelque sorte un peu un fantôme. On existe, mais on n'existe pas. À travers le redlining, on nous prévient, on nous prohibe d'avoir accès à des biens immobiliers. À travers le sharecropping, on nous redonne des terres, mais qu'on nous loue, qu'on ne pourra jamais payer à des taux d'intérêt ridicules. Et encore une fois, je le réitère, il y a eu de l'esclavage au Canada. Ce n'est pas qu'un phénomène américain. Et aussi, pour ceux qui croient que peut-être que ça n'a pas une très grande différence d'avoir eu 300 ans d'avance dans cette fameuse course, parce que c'est ce que Martin Luther King avait dit. Imaginez avoir 300 ans de recul dans une course à relais et de se faire dire « N-word, run, N-word, run ».
Ben, combien de générations est-ce que ça prendra pour rattraper la ligne d'arrivée de base? D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre parce que en 1863, 5 ans avant qu'on abolisse l'esclavage, 1834 au Canada, 1865 aux États-Unis, on abolit l'esclavage, mais maintenant, encore une fois, on a des codes noirs qui prohibent l'acquisition de richesses. 100 $ investis à 5% d'intérêt vaudrait aujourd'hui à 2,8 millions de dollars. D'accord? Donc 100 $ en 1800. C'est pour bien comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu plusieurs décennies de retard. Et si on accélère en 1968, aux États-Unis, le Civil Rights Movement, tout d'un coup, on a le droit à acquérir de la richesse, une bonne fois pour toutes. D'accord? Et c'est la même chose pour les femmes. Je suis sûr qu'il y a plusieurs femmes qui écoutent aujourd'hui. Le Civil Rights Movement, qui était aux États-Unis, une mouvance noire, a inspiré les femmes à pouvoir prendre, pas demander. J'ai parlé de ça tantôt. Capare, du mot latin, tenir, prendre, d'accord? Possibilité, possibilis, capable de. Donc les femmes, après le mouvement de 1968, ont pu prendre ce qui leur était dû et tout d'un coup compétitionner sur le marché économique, que ce soit dans l'intrapreneuriat, donc à l'intérieur de grandes sociétés telles que la RBC, Deloitte, si on va aux États-Unis, Pepsi-Cola, Nike et ainsi de suite, et l'entrepreneuriat aussi. Mais il y a aussi, plus concrètement au Québec, on a eu la Révolution tranquille. Les francophones qui étaient marginalisés par les anglophones, qui ont dit « assez, c'est assez ». Donc, on sait que les mouvances négroïdes noires américaines ont inspiré, infusé tous ces genres de mouvements, de possibilités économiques qui nous amènent à aujourd'hui. Et je parle d'histoire parce que j'arrive à mon point qui est en date d'aujourd'hui. Il faut arrêter de penser que le système est fait contre nous. Le système a été construit et même designé, architecturally, d'accord, de cette façon. Il y a des gens qui sont très souvent des hommes hétérosexuels, chrétiens, catholiques, vieux, 55, 60 ans et plus, qui ont un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il dure depuis très, très, très longtemps. Il a vacillé entre les anglophones qui fit ce critère-là, aux francophones qui, depuis 1968, ont réussi à avoir une certaine possibilité économique parce qu'ils l'ont pris. D'accord? Et ça m'amène à mon point aujourd'hui. Est-ce que ces gens-là ont intérêt à compétitionner contre la diversité, à compétitionner contre les jeunes, à compétitionner contre les musulmans, à compétitionner contre les femmes? La réponse, c'est non. Si on est au pouvoir depuis 400 ans, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on accepterait la compétition? Et c'est pour ça que des fois, moi, je définis un peu le Québec comme une plantation économique jusqu'à un certain point. Ou est-ce qu'on a des entrepreneurs qui se clament entrepreneurs, qui sont pro-capitalisme, mais qui en réalité font ce que moi j'aime appeler de l'entrepreneuriat subventionné ou du capitalisme subventionné, avec littéralement des marges de crédit telles que la caisse de dépôt ou des marges de crédit telles que la FTQ. Et je ne veux pas rentrer dans des côtés politiques, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes personnes, littéralement, dans les médias, et on voit toujours les mêmes personnes qui semblent commencer des compagnies, foirer, recommencer, comme si de rien n'était. Parce que ce qu'ils aiment faire, et c'est ce que je dis toujours en conférence à travers le monde, c'est qu'ils aiment privatiser les revenus et rendre publiques les pertes. On le voit, je ne vais pas citer de nom, mais des grandes sociétés qui, pendant la pandémie, ne sont pas capables de pivoter et se tournent vers le public, le gouvernement, pour dire maintenant aidez-nous. Mais qu'est-ce qui advient du petit entrepreneur musulman, juif, de la petite dame entrepreneur qui, dans son quartier, elle s'est fait dire économise. Si tu es une bonne entrepreneur, tu dois faire les choses de telle façon. D'accord? Et le gouvernement doit aussi comprendre qu'on n'a pas besoin qu'on nous donne des emplois. Nous sommes capables de créer des emplois. On a besoin des outils pour pouvoir créer nos propres emplois. On n'a pas besoin de se faire donner des emplois. Et lorsque le gouvernement comprendra ça, je crois qu'on pourra arriver à une certaine émancipation économique. Parce que, petite statistique rapide, aux États-Unis, on n'a pas les données ici parce qu'au Canada, on n'aime pas collecter les données raciales. C'est pour ça que j'ai commencé la couleur de la COVID. Allez remplir le sondage, soit disant passant, ça va nous aider à déconfiner plus rapidement, thecolorsofcovid.com. Mais aux États-Unis, une famille blanche a 11 fois la richesse d'une famille noire. Par contre, lorsqu'on prend l'entrepreneur blanc versus l'entrepreneur noir, là, la disparité descend à 3 fois. Donc, lorsqu'on prend des employés, 9 à 5, on est à 11 fois la richesse économique d'un noir.
170 000 versus à peu près 11 à 17 000 $. Pardon. Et lorsqu'on passe à l'entrepreneur, ben là, on descend à 3. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, ça, comme signal? Ça nous donne comme signal que l'entrepreneuriat, pour plusieurs raisons, peut être un réel levier et une réelle possibilité économique pour la diversité. Et pour renchérir sur ça, 98 selon l'Université de Michigan State, 98,8% des entreprises qui sont Black-owned aux États-Unis sont ce qu'on appelle des micro-entreprises. Donc 99%, 98,8%. Les micro-entreprises, c'est 1 à 3 employés. Ce qu'on sait concrètement, c'est que si on donnait les outils aux entrepreneurs, ça c'est que les entrepreneurs noirs, on ne parle pas des femmes, on ne parle pas des autochtones, on ne parle pas des minorités LGBTQ+, on parle seulement des noirs. Si on passait de 1 à 3 employés à 5 employés, donc seulement une augmentation de 2 employés seulement, les répercussions et retombées économiques sur l'économie américaine en général seraient de 55 milliards de dollars. 55 milliards de dollars. Qui m'amène à mon dernier point. Il n'y aura pas de rebond économique canadien post-Covid sans l'apport des communautés musulmanes, sans l'apport des femmes, sans l'apport des Noirs. Et qu'est-ce que le gouvernement canadien et le gouvernement de la CAQ et le gouvernement de Valérie Plante doit être capable d'absorber, du moins recevoir, c'est que s'ils donnent les outils nécessaires, comme on s'est battu pour les 221 millions pour les entrepreneurs noirs à travers le Canada, si le provincial et le municipal accotaient cela, quelles sont les retombées économiques pour le rebond économique dont le Canada aura besoin? Et je vous invite à vous poser la question. Parce que souvent, j'entends des jeunes qui disent « Ouais, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. » Ben, peut-être que toi, ça ne t'intéresse pas la politique, mais la politique s'intéresse à toi. Et si tu penses que la politique n'a aucun impact sur ta vie, ben, si tu es une femme, il y a un homme qui va décider pour toi. Si tu es un musulman, il y a un catholique qui va décider pour toi. Si tu es de la communauté LGBTQ, ben, il y a un hétéro qui va décider pour toi. Si tu es noir, il y a un blanc qui va décider pour toi. Donc, tu devrais, de façon politique, être noir, c'est un acte politique. Être de la diversité, c'est un acte politique en 2020. Et aujourd'hui, à cause de la mort ou grâce à la mort de George Floyd, la porte est ouverte et elle ne se refermera plus. Je le crois sincèrement. Et il faut être capable de concevoir que, comme l'a dit aussi Malcolm X, l'homme noir ne doit pas seulement apprendre à faire affaire avec d'autres hommes noirs, mais il doit apprendre à aller en affaires. Point à la ligne. Et moi, je substituerais aussi l'homme noir par toute personne et toute communauté marginalisée. Parce que je ne crois pas que c'est un combat, le racisme, le problème du racisme n'est pas un combat blanc contre noir, c'est un combat d'oppressé contre oppresseur. Point à la ligne. Il y a un combat qui est mené littéralement, au lieu de se battre contre la pauvreté, on se bat contre les gens pauvres. On dirait que nos élus croient qu'ils ont un peu cette liberté d'action, mais en réalité, le gouvernement fait ce qu'il fait lorsque nous sommes inactifs citoyennement. Nous devons rester actifs citoyens de façon engagée et c'est ce que je pense que je fais en tant qu'entrepreneur. Je crois qu'être entrepreneur, c'est un acte politique. Être noir, c'est un acte politique, surtout dans une plantation économique, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, merci beaucoup. C'était ma contribution en espérant que vos questions seront enrichissantes. Moi, je suis encore une fois très, très, très grateful, très humble, beaucoup d'humilité que j'accepte de participer à cette conférence. Et merci à la Fondation RBC et à Expérience Canada. Vous démontrez très clairement que vous êtes inclusif par cette conférence. Donc, bravo. Merci. Très bien dit, Thierry. Merci beaucoup pour ça et pour toutes ces informations et pour avoir mis en avant toutes vos connaissances. J'invite tout le monde à consulter votre plateforme Colors of COVID pour partager leur expérience pendant la pandémie. J'aimerais rappeler aux gens encore une fois de soumettre les questions dans la case, dans la zone Q&R via Zoom et dans Facebook Live en commentant sous la vidéo. J'invite aussi Déborah à rejoindre l'appel. Nous sommes presque à la fin de la séance et donc nous allons maintenant prendre vos questions. Notre première question vient d'une personne anonyme, mais selon vous, des pratiques d'embauche plus diversifiées sont-elles suffisantes pour garantir des opportunités économiques plus équitables? Quoi d'autre
peuvent faire les alliés pour promouvoir l'équité? Je vais y aller. Bah oui, l'honneur est aux gens. Salut Thierry. Bilal, est-ce que je peux te demander de répéter juste le début de la question, donc des pratiques diversifiées à l'embauche, c'est ça? Oui, exactement. Parfait. Je pense que c'est un début. Ce n'est pas la solution à tout. Je ne pense pas que ça va combler l'intégralité des enjeux que nous avons, mais par contre, c'est un début. Et l'intérêt de l'exercice, surtout au niveau du recrutement, c'est qu'on a l'occasion non seulement d'aller chercher des personnes en instaurant justement la précision. Je voulais savoir en termes de pratiques diversifiées si la personne avait donné un exemple ou pas. Mais ce qui est important dans cette démarche-là en matière de pratiques diversifiées, par exemple, faire en sorte que le recrutement se fasse de façon le plus objectivement possible, donc de peut-être pas prendre en compte, je ne suis pas spécialiste RH, mais ce que j'entends de plus en plus, c'est s'assurer que ces processus-là, non seulement en termes de comité, que le comité de sélection de recrutement soit diversifié, faire en sorte de diminuer le plus que possible, même si on ne va pas les éliminer. C'est bien conscient qu'on peut avoir dans la sélection des candidats. Faire aussi peut-être, est-ce que dans la sélection, quand je parle de mesures objectives, est-ce qu'on va demander aux personnes qui postulent de soumettre un CV où on ne voit pas leur nom, on ne voit pas leur genre, on ne voit pas le quartier dans lequel ils résident. Donc, certaines personnes, même si ce n'est pas une... En France, ça se fait beaucoup, donc on donne l'adresse, la date de naissance, donc on voit plusieurs éléments qui caractérisent le profil de la personne. Mais au Québec, on a moins, au Canada, on a moins cette pratique-là. Certaines personnes le font ou ne le font pas. Donc, dans la posture objective, donc on peut aller intégrer ces éléments-là. Ça fait partie de la solution, définitivement, parce que je pense que c'est une occasion, une opportunité pour les entreprises de commencer, si on veut, avec comment je pourrais dire, avec un tableau vide. Donc, de recommencer à zéro, de faire en sorte que leurs efforts soient maximisés dès le départ et qu'ils peuvent suivre un peu cette personne-là dès le départ et éviter peut-être qu'une personne ait eu un mauvais recrutement, se sente frustrée un peu et puis parte après 1 an, 2 ans, 6 mois de l'entreprise parce qu'il n'aurait pas été, cette personne n'aurait pas été incluse à 100% ou à la hauteur de son potentiel et de ses ambitions. Maintenant, en termes de solutions, je pense que, comme j'ai dit, ça fait partie, ce n'est pas la seule façon. Je pense que les entreprises doivent de plus en plus, comme je disais au début, de prendre en compte que les employés sont des humains, donc de se mettre vraiment dans une posture d'écoute, d'empathie, de comprendre un peu les différentes facettes et les différentes réalités que peuvent vivre des personnes. Je pense aussi que c'est très important également que les entreprises prennent conscience un peu du pouvoir qu'elles ont, des privilèges que certaines personnes, je pense que Thierry décrivait tout à l'heure le profil de la personne typique d'homme d'un certain âge, chrétien, catholique, etc., qui historiquement a eu beaucoup de place dans la société, beaucoup de pouvoir décisionnel. Je pense que le concept avec lequel je m'en réjouis d'ailleurs, beaucoup de personnes sont prêtes à reconnaître leurs privilèges, mais moi je dis toujours qu'au-delà de reconnaître ses privilèges, il faut être prêt à perdre ses privilèges aussi, à céder ses privilèges, parce que oui, je suis consciente que je suis privilégiée, etc., mais ça s'arrête là? Non, il faut aller au-delà, puis je pense que ta question, je reviens encore à ta question, Bilal, c'est l'exemple d'Alexis Ohanian, on s'entend qu'il va demeurer privilégié parce qu'il a parti de cette entreprise, puis c'est quelqu'un qui a quand même des moyens, mais il est prêt à laisser tomber ce privilège ou à faire de la place parce que tant qu'on n'arrive pas à ce moment-là, oui, prendre conscience, c'est bien, mais ça prend des actions, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je pense effectivement, pratique, oui, important, oui, mais pas juste ça. Et c'est un excellent point. Moi, j'aimerais renchérir sur ça. Je crois que lorsqu'on s'arrête aux ressources humaines, on perd une opportunité réelle. Parce que quand on écoute les CEO, les PDG d'entreprises, ils disent toutes les bonnes choses. Hein. Moi, je crois qu'en ce moment, la meilleure business qu'on peut avoir à travers le monde, du moins en Amérique du Nord, c'est être conseiller en diversité et inclusion. Oh my God! Là, on se tape des meetings Zoom avec des PDG qui vont nous payer des $500 de l'heure. Et littéralement, le PDG, lui, il fait sa campagne de PR, il va, il parle, blablabla. Mais après, est-ce que concrètement, de façon micro, est-ce qu'il y a des actions qui sont prises? Et tantôt, j'ai parlé de ça. J'ai dit, la diversité, le racisme, c'est un problème de diversité. Le racisme anti-noir, c'est un problème pour les communautés noires.
Ce n'est pas at large. Et il y a une statistique pour connaître, sans nommer la personne, une sommité dans le Human Transformation, dans le HR mondial. Il y a une statistique qui est quand même assez impressionnante. 80% des gens qui travaillent en RH sont des femmes blanches. 80%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le système qui est en place présentement, sachant qu'à l'embauche, on rencontre des femmes qui étaient marginalisées comme les personnes noires il y a 60 ans. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là n'embauchent pas plus de diversité, n'embauchent pas la femme voilée, n'embauchent pas l'homme barbu, n'embauchent pas la personne qui est un peu efféminée, n'embauchent pas… Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocus? Et moi, je pense qu'on ne réalise pas l'impact du racisme. Le racisme, c'est un problème 24 heures sur 24. Le racisme ne dort pas. Le racisme anti-noir ne dort encore moins. Et ce racisme-là, on ne peut pas le combattre avec 2-3 heures par jour. Thierry qui va aller sur Instagram faire des vidéos, Déborah qui va prendre des actions à la TD. Non, parce qu'on a toutes 24 heures dans une journée, 8 heures de boss. On peut bosser pas plus que 8 heures. Le racisme, c'est 24 heures sur 24. Donc oui, les billets, subconscient, conscient. Moi, j'inviterais à concevoir encore une fois, je ne dis pas que c'est peine perdue pour les compagnies existantes, mais la solution, elle est dans les intrapreneurs comme Déborah, qui font du combat, appelons-le, qu'est-ce que c'est? Du combat politique dans la machine actuelle. Déborah est une activiste, mais elle est aussi une politicienne, selon moi. Hein, Déborah, ce n'est pas une attaque, c'est vraiment un compliment. Elle est une politicienne phénoménale parce qu'elle navigue le système. Il n'y a pas plus racisme que de naviguer dans un système raciste. Tandis que moi, Thierry Lindor, je peux aller sur un Zoom et dire ce que je veux. Pourquoi? Parce que je suis à l'embauche de personne. Et ça, il faut comprendre qu'on a besoin des deux. Moi, j'ai besoin de Déborah, Déborah a besoin de moi. Moi, le combat n'est pas un combat personnalisé. Le combat du racisme, ce n'est pas Fabrice Ville, ce n'est pas Balarama Holmes, ce n'est pas Will Prosper, ce n'est pas Émilie Nicolas. C'est les oppressés contre les oppresseurs. Donc, dans cette optique-là, on doit avoir plus d'entrepreneurs à succès femmes, de la couleur, de la diversité, qui vont eux-mêmes embaucher de façon diversifiée et qui vont éradiquer le racisme au sein de leurs entreprises. Parce que dans la machine actuelle, je crois que c'est beaucoup plus dur que si on recommence, entre guillemets, à zéro. Mais je crois que la technologie aussi, j'aimerais rajouter, je crois que la technologie, par des autochtones, par des personnes racisées, par des femmes musulmanes, pas de la technologie caucasienne qui vient avoir un peu des biais sur l'embauche actuelle. Je pense que de la technologie, des sociétés en intelligence artificielle pourraient solutionner les problèmes de biais à l'embauche et combattre le racisme à l'intérieur des entreprises actuelles. Et dernière question, on n'a pas beaucoup de temps, mais quelqu'un demande si le capitalisme et la justice raciale peuvent-ils coexister? Thierry, je vais te laisser la prendre celle-là avant, parce que ça, c'est chaud. Ça, c'est une grosse question. Moi, au fait, en tant que consultant, j'ai donné une conférence « Comment construire une société antiracisme ». Et Malcolm X disait qu'il n'y a pas de capitalisme sans l'esclavage. Le capitalisme est né en même temps que l'esclavage. Parce que qui dit capital ou société capitaliste dit profit. Qui dit profit, souvent dit abus. Et moi, je pense qu'on doit passer d'une approche capitaliste à ce que j'aime appeler du capitalisme consciencieux. Parce que le socialisme, les gens n'aiment pas ça. Mais en réalité, lorsqu'on a une compagnie qui est consciencieuse par rapport à son capitalisme, aux opportunités qu'elle peut offrir à la diversité, comme la TD fait avec Déborah. Moi, je vous le dis, hein, Déborah, un jour, vous allez l'avoir sur un ballot. Je vous garantis que vous avez voté pour elle. Ou Déborah va être à la tête d'une grande société multinationale. Et là, on va voir du réel changement. Parce que Déborah va s'assurer que ces valeurs avec lesquelles elle a grandi vont être inculquées dans la société dans laquelle elle bosse. Et je vous garantis qu'une Déborah, une Dorothy Rowe, une Émilie Nicolas à la tête d'une grande multinationale, ce sont des gens, et surtout des femmes, qui vont mettre de l'avant l'être humain avant le capital. Et moi, je crois qu'on s'en va vers ça. On va vers un futur économique où est-ce que les sociétés qui vont mettre de l'avant l'humain vont pouvoir bénéficier de dividendes dans le futur. Peut-être pas immédiatement, comme les gens qui font du capitalisme agressif ou sauvage en ce moment, mais je ne crois pas que le capitalisme comme on le connaît aujourd'hui peut coexister avec l'antiracisme. Ça, je ne le crois pas. On doit pousser de l'avant nos femmes parce que, comme je l'ai déjà dit auparavant, et je vais vous laisser sur ça,
Déborah Cher-Enfant et toutes les autres dames que je viens de nommer n'ont pas le droit à la médiocrité. Et je crois que pendant très, très, très longtemps, il y a plusieurs personnes qui remplissent les critères que j'ai dit tantôt, qui ont patiné à travers la vie sans aucun obstacle ou compétition en étant médiocres. Tandis que l'homme noir, la femme musulmane, la femme trans, l'autochtone n'a pas le droit à la médiocrité. Donc, lorsqu'on a des gens talentueux, extrêmement performants, comme Déborah, qui acquièrent à des positions de pouvoir, on a littéralement, de façon exponentielle, une augmentation de pouvoir économique et par dividende de capital. Donc, je crois qu'on doit mettre l'humain d'abord et faire confiance que le capital va suivre par la suite et non le capital d'abord et les humains par la suite. Oui, je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais j'appuie à 200% tout ce que Thierry dit et pas seulement les parties où il me félicitait. Merci Thierry, je suis touchée. Mais surtout par rapport à la notion de capitalisme, la cohabitation entre justice sociale et capitalisme, fondamentalement, si on regarde juste au niveau de la définition et comment ce système-là s'est implanté et a su perdurer au fil des siècles, c'est que c'est véritablement impossible que ça cohabite. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs valeurs de cette justice sociale dans une posture antiraciste qui sont importantes et qui doivent cohabiter de façon temporaire, juste à temps de renverser entièrement ceci parce que c'est inévitable. Je veux dire, on vit aujourd'hui en 2020 avec les résultats de ce capitalisme que, comme Thierry dit, il y a des personnes qui ont profité. Moi-même, j'en profite et je suis très honnête. Et comme disait Thierry, à un moment donné où il y a des choses, il y a une certaine, comment dire, une certaine réserve de parole que je dois avoir de par les chapeaux que je porte, mais il y a regarder la réalité en face, c'est important de le faire. Et ceci étant dit, c'est pas du tout pessimiste ou la fin du monde de dire que ça ne peut pas cohabiter, donc on abandonne. La preuve, on a des partis, heureusement on a la chance de vivre dans une démocratie où on a différents partis qui revendiquent ces éléments de justice sociale et ces éléments de gauche avec l'étiquette de gauche. Donc, ça veut dire que c'est possible. Maintenant, malheureusement, il faut continuer à y croire parce que le nombre d'années que le capitalisme a derrière la cravate, c'est quand même long à renverser ou à mettre de côté. Donc, il faut continuer à revendiquer les différents éléments que porte la justice sociale, que portent les valeurs antiracistes. Et il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer à porter ce chapeau-là parce que c'est véritablement comme ça qu'on va vaincre le système, véritablement. Je dirais que ça en conclusion. Et une dernière question de Facebook. Comment faire un changement dans l'entreprise, soit comme un employé ou quelque chose comme ça, sans nécessairement être dans la communauté d'inclusion et de diversité? Sans être dans un comité, je pense que ça va paraître philosophique ou même ésotérique, mon affaire, mais c'est être soi-même, c'est être proche de ses valeurs. Je pense que Thierry parlait beaucoup de valeurs, c'était beaucoup de personnes qui sont proches de ces valeurs humaines. Je pense que c'est là aussi où il y a des gens, des entreprises qui vont soit venir nous chercher ou venir nous chercher au sens propre et figuré, à savoir venir nous chercher au niveau des sentiments pour qu'on décide de s'associer avec ces entreprises-là. C'est parce qu'on sait qui on est, on sait d'où on vient, on sait où on veut aller, même si des fois, ce n'est pas très clair. Donc, même si on ne fait pas partie de ces comités de diversité et inclusion que mettent en place plusieurs entreprises aujourd'hui à la lumière de toutes les conversations qu'on est en train d'avoir. Donc, c'est important d'être soi-même, de rester soi-même et de porter haut et fort ces valeurs parce que Thierry parlait justement de momentum intéressant pour des consultants en diversité qui vont conseiller des PDG, etc. Très souvent, les actions de ces PDG-là vont rester dans des campagnes où on va voir plusieurs personnes, une femme voilée, une personne handicapée, une femme noire, et puis ça s'arrête là. Alors que quand on regarde dans les rôles décisionnels, on voit personne qui représente ces différents profils mis sur une brochure ou une pancarte. Donc, il faut aller au-delà de ça. Donc, quand on est proche de ces valeurs et on sait un peu qui on est, c'est difficile un peu de nous avoir avec ces discours-là et ces pancartes-là.
on n'est pas dupe. Et je pense qu'une des choses que 2020 nous a apprises, c'est la prise de parole, c'est le fait de dénoncer ouvertement et moins être dans une politique de l'autruche telle qu'on en était il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. et de vouloir faire avancer le débat. Donc, voilà. Moi, je suis totalement d'accord et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais moi, je vous inviterai, mesdames et messieurs, soyez curieux. Soyez curieux. On n'aurait pas pu finir avec une meilleure question parce que mon père, il parlait toujours de mots, c'est un écrivain. Le mot curieux vient de cura. Cura en latin, ça veut dire care. To care. Soigner. You care. If you care. Soyez curieux par rapport à la tagine qui sent très bon. Soyez curieux par rapport au griot, par rapport au foufou, par rapport à des plats que vous ne connaissez pas, des habitudes que vous n'avez pas. Et soyez passionné. Passionné vient de pati en italien, qui veut dire prêt à souffrir pour. Soyez prêt à souffrir pour votre curiosité, quitte à ce qu'on vous juge. Ah ouais, pourquoi tu vas ce week-end avec tel genre de personne ou tel genre de personne? Parce qu'aujourd'hui, le combat qu'on a, c'est un combat générationnel. On a littéralement une génération qui essaie d'oublier qu'est-ce que leurs ancêtres ont fait, et on a une génération qui essaie de se rappeler de ce que vos ancêtres ont fait. Et je crois sincèrement qu'en 2020 et en allant de l'avant, on a réellement un melting pot générationnel qui va éradiquer le système au sens duquel on l'a connu. Donc, soyez curieux, cura, et soyez passionnés, pati, et je crois qu'on peut solutionner beaucoup avec juste ces deux trucs-là. Merci encore d'avoir pris le temps de partager votre expérience vécue et vos idées incroyables. On apprécie vraiment vos derniers mots. Ceci conclut une autre semaine de conversation sur la lutte contre le racisme avec Expérience Canada. On a maintenant terminé la discussion sur les possibilités économiques en parlant du racisme systémique dans le milieu des affaires, la représentation de la diversité dans les rôles décisionnels et le développement d'attitudes et de compétences chez les jeunes. Au nom de tous nos téléspectateurs, du personnel et des autres ambassadeurs d'antiracisme d'Expérience Canada, je tiens à remercier chaque conférencier pour son temps, ses connaissances et sa préparation pour aujourd'hui. On aimerait aussi remercier encore une fois la Fondation RBC pour leur généreuse contribution à cette série. Les ambassadeurs d'antiracisme et le personnel d'Expérience Canada poursuivront le dialogue sur la lutte contre le racisme sur notre groupe de discussion sur Facebook. De plus, nous avons travaillé à l'élaboration de sujets de discussion, un défi hebdomadaire, des ressources pédagogiques et un plan de cours auquel vous pouvez accéder sur notre site web. Jetez-y un œil et partagez-les largement sur les médias sociaux en utilisant les hashtags Experiences Canada, Anti-Racism et Anti-Racism Conversations. Le défi de cette semaine consiste à donner du temps, des fournitures ou de l'argent à une organisation ou une entreprise dont la gestion est assurée par des personnes autochtones, noires et de couleur. Nous aimerions aussi que vous marquiez dans vos calendriers la date du 24 novembre, qui est mardi prochain. Joignez-nous pour un webinaire sur la santé avec Carol Ann Souffrant, Dr. Samir Shaheen Hussein et Alicia Tukiapik. Et n'oubliez pas de remplir le sondage à la fin de la séance. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Merci encore pour votre temps et votre attention. Restez sains, restez saufs et assurez-vous de donner la priorité aux voix marginalisées. Au revoir.